L'intelligence artificielle, en fait, c'est un ensemble, en fait, un ensemble de méthodes. Il n'y a pas une intelligence artificielle, mais des intelligences artificielles. Et dans cet ensemble, en fait, on va avoir plusieurs méthodes, plusieurs modèles, plusieurs manières de faire de l'intelligence artificielle. Je vais prendre un exemple, en fait, qui est un exemple que je source d'ailleurs. Vous pourrez voir la source originale sur YouTube. Un vulgarisateur scientifique, Michel, qui s'appelle Science Étonnante. Et le sujet 27, c'est sur le deep learning, qui est en fait une manière de faire de l'intelligence artificielle, on reviendra dessus. Dans son exemple, en fait, qui est vraiment très pertinent, il explique que ici on a un jeu de données avec, ce sont des arbres en fait, une donnée d'arbres. En fait, on a le diamètre de l'arbre en centimètres et la hauteur de l'arbre. Pour expliquer en fait l'intelligence artificielle, on va utiliser ces données parce qu'en fait, si vous ne le savez pas déjà, l'intelligence artificielle, ça n'existe qu'à condition en fait d'avoir avant tout certaines conditions sine qua non. Et une des conditions, c'est effectivement la donnée. Donc dans notre exemple ici d'arbre qui pousse, on a le diamètre et corrélé en fait au diamètre la hauteur. Et si on pose en fait le diamètre et la hauteur sur un graphe, en fait, hauteur et diamètre, on se rend compte en fait que les données forment une ligne. Nous, naturellement, en fait, on va voir dans ce graphe ici, en tant qu'être humain, on va voir, nous, spontanément, une ligne droite à tracer. Et de ce fait, en fait, cette ligne droite tracée, on peut déduire que certaines valeurs, en fait, statistiquement, en fait, on peut déduire que, par exemple, au diamètre 19 de l'arbre, on peut avoir, en fait, une hauteur qui équivaut à 5,7 mètres. Et ça, en fait, la déduction qu'on vient de faire, on peut en sortir une intelligence artificielle et en fait développer un logiciel complètement codé à qui on aura en fait rentré les données d'entrée, qui seront le diamètre et la hauteur, les données ici, et une donnée de sortie qui est un algorithme. En fait, l'algorithme, c'est la ligne droite qu'on a tracée en continu. Et là, du coup, ce logiciel qui va très simplement en fait faire une hypothèse en fait de résultat. Avec un taux de réussite qui sera plus ou moins important, ou un taux d'échec qui sera plus ou moins important, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle. En fait, intelligence artificielle, c'est un mot valise dans lequel on met énormément de choses, et le moindre logiciel que vous utilisez est en fait une forme d'intelligence artificielle. Après, à l'intérieur, il y a des sujets qui sont bien plus complexes, et c'est ce qu'on va voir. Donc, on voit donc que l'intelligence artificielle, l'expertise, elle est humaine. Donc c'est moi qui, au vu des données, j'ai tracé une ligne droite et j'ai renseigné dans mon logiciel qu'il fallait interpréter les données de cette manière et que dorénavant on pouvait déduire en fait des nouvelles sorties grâce à cette fameuse ligne droite que moi j'ai moi-même interprétée. Et donc l'algorithme, c'est moi-même aussi qui l'ai pensé, c'est moi qui ai dessiné cette ligne droite. Il y a une autre manière en fait d'appréhender en fait l'intelligence artificielle qui s'appelle en fait le machine learning. Le machine learning, c'est quoi en fait? C'est de nouveau une expertise humaine. En revanche ici, à la différence de l'intelligence artificielle, on va dire plus globale, on va préciser un petit peu, et l'algorithme va être réalisé par les machines. Alors là, je vais passer très vite parce que de toute façon, sinon on va pas pouvoir parler de la suite du sujet. Alors juste très sommairement, parce qu'il faut quand même que vous compreniez. Là tout à l'heure, on avait en fait cette fameuse ligne droite qu'on a tracée nous-mêmes, qu'on a déduit par nos expériences humaines. En fait, il se trouve que cette ligne droite, en fait, c'est une ligne, en fait, c'est une information mathématique, et elle est composée de deux choses. D'une, la pente A, qui est en fait l'inclinaison, une valeur donc d'inclinaison, et B, c'est le point initial, en fait. Et cette valeur-là, en fait, c'est une ligne orange qu'on va en fait que la machine en fait va faire évoluer. En fonction de sa hauteur, donc de son point initial, c'est-à-dire qu'elle va bouger comme ça de son point initial, et de son angle, en fait, la pente. Et en fait, en se déplaçant comme ça par elle-même, elle va en fait déduire l'algorithme, en fait, l'algorithme le plus pertinent pour elle. Et si on devait en fait formaliser ça un peu plus de manière un peu plus concrète, on a une valeur qui pourrait être A, du coup, le point initial, et B, la valeur de la pente. Et en fait, cette machine apprenante, donc la machine learning, ça consiste en fait à faire évoluer cette fameuse ligne pour essayer de percevoir en fait la logique derrière les données. Là, on est dans un cas où finalement, les données d'entrée, elles sont assez simples en fait. Il n'y a que deux valeurs, et du coup,
on peut déduire assez facilement, nous en tant qu'être humain, l'algorithme en fait, qui permettrait de déduire en fait, du résultat. Vous imaginez bien que du coup, dans vos entreprises, sur d'autres sujets, les données peuvent être beaucoup plus importantes, moins hétérogènes que là ici où c'est une valeur en centimètres et en mètres, où là on va avoir besoin forcément d'une autre manière de percevoir la donnée et d'être un peu plus pointu à ce sujet. Donc ce qu'on en sort finalement, c'est cette machine apprenante à qui on va renseigner du coup une entrée, X, et grâce à l'apprentissage de la machine qui a du coup déduit par X et Y les données qu'on lui a données, elle va déduire en fait un algorithme, donc c'est les deux boutons A et B qu'elle va pouvoir manipuler, et en conséquence faire une sortie Y, donc donner un résultat. Donc ça c'est la partie machine learning. Exposé autrement et de manière un peu plus complexe, le machine learning ça va permettre entre autres par exemple, là dans notre cas on a une entrée, c'est une voiture, et du coup l'expertise c'est l'extraction de données, c'est un être humain qui va le faire. On va expliquer en fait ce qu'est une voiture. Une voiture, c'est quelque chose qui a 4 roues, qui a un pare-brise, des vitres, une carrosserie, etc. Et à partir de là, on va lui faire travailler du coup l'algorithme. C'est la machine qui va déduire l'algorithme. Mais il y a quand même une phase en fait nécessaire de classification en fait. On va déterminer en fait les données en fait, en tout cas ici la manière dont on doit comment la machine doit comprendre que cet objet, cette chose est une voiture. Et après, derrière, il déduit si c'est une voiture ou pas. Si on rentrait encore plus dans ces cercles et qu'on allait en fait dans le machine learning, dans l'intelligence artificielle, puis dans le machine learning, puis dans le deep learning, qui est encore une fois un sujet, des mots-clés que vous avez déjà probablement entendus, en fait, on se rend compte que avant on avait l'expertise humaine, l'algorithme humain. Le machine learning, on a l'expertise humaine et l'algorithme machine. Et sur le deep learning, en fait, on a l'expertise machine et l'algorithme machine. En fait, l'humain ne fait, on va pas dire plus rien, mais presque plus rien. On va laisser la main à la machine. Et ce qui donne, en fait, si on prend notre schéma précédent, ce qui donne en fait la chose suivante, c'est-à-dire qu'on va lui donner une entrée, la voiture, et en fait, les petits boutons qu'on avait tout à l'heure, qui sont symbolisés par les sphères bleues, ici elles sont ordonnées de sorte à ce que en fait, la machine par elle-même en fait, va extraire les données et les classifier elle-même. En fait, ici, il n'y a plus d'interaction, en fait, l'humain ne va plus agir en tant qu'expert, c'est la machine elle-même qui va le faire, et en conséquence va déduire elle-même si c'est une voiture ou si ça ne l'est pas. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, elle est déjà partout dans votre quotidien. En fait, vous l'expériencez sans même forcément vous en rendre compte, et elle est complètement transparente par ailleurs. Et c'est tout l'objet en fait de cette intelligence. Dans le cadre d'une recherche que vous faites sur Google, il faut savoir que le résultat qui est affiché, en fait, c'est un résultat c'est la pertinence, en fait, elle est calculée par cette intelligence artificielle que met à disposition, sur laquelle Google travaille. La même chose pour Facebook. Le fil d'actualité qui vous est proposé, c'est un fil d'actualité qui est personnalisé et qui correspond en fait à vos goûts, à votre profil à vous. Un autre cas que vous avez tous dans votre poche, alors pour ceux qui ont des iPhones, vous pouvez tester, pour les Android, je ne sais pas. En fait, vos photos sont classées. Si vous ouvrez en fait votre album photo et que sur le moteur de recherche vous tapez chat, arbre, immeuble ou ce que vous voulez, en fait automatiquement Apple aura classé vos photos, les aura taguées sans que vous ayez rien à faire. Et c'est une intelligence artificielle en fait qui a reconnu dans vos images en fait du coup les éléments qui la composent, et en conséquence vous pouvez filtrer en fait ce résultat-là. Je vous inviterai à essayer si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc non seulement effectivement des tags comme arbre, forêt, immeuble, etc., mais aussi du coup les personnes, on peut reconnaître des visages. L'intelligence artificielle, un effet de mode. En fait, il se trouve que c'est un mot valise sur lequel en fait on communique, beaucoup de gens communiquent, peut-être un peu parfois trop, ça devient des opérations de marketing. On a connu la mode du greenwashing, on connaît en ce moment la mode ça disparaît un peu, la mode du blockchain, et là on est un peu dans la mode de l'intelligence artificielle. En fait, on voit l'intelligence artificielle un petit peu partout. Il y a quelques temps, je suis tombé sur cet article
qui explique que 40% des startups d'intelligence artificielle n'utilisent pas d'intelligence artificielle. Ce qu'il faut entendre par intelligence artificielle, dans le deuxième terme, qui est du coup, qui était pas forcément bien rédigé, c'est du coup machine learning ou deep learning. Du coup, un logiciel par définition est une intelligence artificielle. Voilà, donc 40% des startups n'utilisent pas, qui disent utiliser de l'IA n'en utilisent pas. C'est pas un effet de mode en fait, parce que aujourd'hui, en fait, c'est depuis 1950 qu'on bosse sur l'intelligence artificielle, et aujourd'hui en fait on est arrivé à un stade en fait de maturité où la technologie est extrêmement accessible. Comme vous avez pu le voir, elle est dans votre quotidien, à chaque fois que vous surfez sur internet, dans vos poches. Elle est disponible en fait à tous et à toutes grâce à plusieurs conditions. La première, c'est la puissance de calcul. Aujourd'hui, on a des machines suffisamment puissantes en fait pour être capable de faire de l'intelligence artificielle embarquée. Alors dans le cloud, donc dans les serveurs, ça calcule automatiquement, et même en fait, on arrive même à en faire aujourd'hui directement embarqué en toute mobilité dans votre téléphone. L'autre point important aussi, c'est du coup les nouvelles connaissances. Donc depuis 1950, on parle du sujet. Il y a eu énormément de recherches de scientifiques, d'ingénieurs qui ont travaillé sur le sujet, et on développe encore aujourd'hui les connaissances à ce sujet. Et le troisième point, sans quoi il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est la base de données disponible. Au-delà en fait des données que vos propres entreprises, vos organisations en fait vont générer, il y a aussi des données qui sont disponibles. Donc on parle d'open data, on parle d'API aussi, les ponts que vous pouvez faire entre d'autres logiciels qui vous permettent de récupérer la donnée, de l'agréger et d'en faire quelque chose, de développer en fait une intelligence qui corresponde en fait à votre besoin. Et c'est sur ces trois critères-là qu'on se rend compte qu'en fait aujourd'hui c'est vraiment exploitable tout à chacun. Enfin en tout cas pour les entreprises, c'est exploitable dès maintenant. L'intelligence à la portée des PME. Alors quelques exemples très sommaires pour vous expliquer en fait que ça touche tous les secteurs, que c'est un sujet de maintenant. Dans le cas du retail, de la vente en ligne, grâce à l'intelligence artificielle, on va être capable d'anticiper des ventes et du coup en conséquence d'optimiser des stocks. Donc si on reprend le schéma précédent, on rentre les données qu'on a de disponibles, qui peuvent être du coup des données complètement hétérogènes, ça peut être la météo, ça peut être les vacances scolaires, ça peut être énormément de choses qui vont permettre en fait à l'intelligence de déduire en fait, de capter les signaux faibles et de déduire une certaine logique. Et à partir de cette logique-là, vous allez pouvoir faire du prédictif, vous allez pouvoir anticiper, par exemple, les ventes que vous allez faire la semaine prochaine, le mois suivant, et peut-être même pourquoi pas l'année à venir. Dans le cas du BTP, on a l'optimisation des consommations énergétiques d'un bâtiment. Pareil, avec toutes les données qu'on va pouvoir agréger et qui sont rendues disponibles maintenant par différentes organisations, on parlait de la météo tout à l'heure, et d'autres données qui pourraient être disponibles, en fait, des données issues de logiciels qui ouvrent en fait leur base de données, on pourrait en fait déduire du coup les consommations énergétiques d'un bâtiment, par exemple. Alors, beaucoup plus commun, du coup, la mise en place d'un chatbot ou ce qu'on appelle la messagerie conversationnelle pour faire du service après-vente. Donc aujourd'hui, en fait, vous n'allez plus avoir forcément au bout du téléphone, pour le moment, vous avez encore des êtres humains, ça va peut-être changer. Mais en tout cas, en termes de messagerie, vous avez de toute façon maintenant un pré-filtre en fait, qui est en fait un robot. Vous allez discuter avec un robot qui va essayer de comprendre en fait votre besoin et qui, si jamais il en est incapable, il renverra vers un humain et qui pourra traiter l'information. Mais le premier filtre, c'est un robot. À terme, le pourcentage humain-robot va du coup forcément évoluer et vous aurez plus qu'à faire un robot a priori, sauf pour des besoins extrêmement précis. Voilà, ça c'est des cas en fait qui sont des cas en fait génériques. Vous pourriez vous projeter dans ces usages-là. Chaque entreprise a ses besoins et on va parler un petit peu de méthodologie tout à l'heure et puis je vais demander à Yann d'intervenir à ce sujet. Pour parler du coup d'un cas extrêmement concret, on va prendre le cas de G-Consult Finance, qui est du coup présenté par Yann Gallet, donc je vais lui laisser la parole, laisser présenter son entreprise dans un premier temps. Merci, bonjour à tous. Donc je me sens très bien dans l'assistance puisque je suis chef d'entreprise comme vous. Mon objectif est donc humblement de faire part de mon étude sur le domaine, mais en
me mettant à votre place et en me remémorant les questions que je me posais avant de me lancer dans ce chantier qui n'est pas forcément l'intelligence artificielle uniquement comme seule voie, mais c'est déjà une réflexion de chef d'entreprise, tout simplement sur quel est mon métier, quelle est la valeur ajoutée que je veux garder en tant qu'humain, et en quoi l'intelligence artificielle peut m'aider à améliorer l'entreprise, peut-être baisser mes prix de revient, et puis embaucher des gens qui, eux, vont faire des tâches plus intéressantes que celles qu'on leur donne, qui aujourd'hui ressemblent plus à des tâches de robots. C'est donner sa place à un vrai robot ou à plusieurs robots pour que les humains qui sont dans l'entreprise, eux, s'éclatent, s'épanouissent dans l'activité qu'ils aiment en tant qu'humains. Alors, pour vous aider à faire le parallèle avec mon activité, je vais me présenter très rapidement, mon objectif étant plutôt de parler de termes plus génériques pour que chacun de vous puisse coller son propre écosystème et sa propre problématique sur ce canevas. Je suis donc directeur d'un cabinet qui s'appelle G-Consult Finance, qui est basé à Tours. Tout simplement, notre métier est d'organiser et de centraliser la vie du domaine professionnel et privé d'une famille, souvent des chefs d'entreprise d'ailleurs, très pris, qui ont besoin d'intermédiaires comme nous pour du conseil généraliste et de la coordination de spécialistes. Donc, comme dans bon nombre d'entreprises, j'ai une vision de mon cabinet, mais j'interopère avec bon nombre de partenaires externes qui sont déjà en place autour des clients. Et ce qui m'amène à utiliser parfois des relations avec des avocats, des notaires, des gestionnaires d'actifs, etc. Donc dans vos domaines, vous avez vous aussi votre propre vision de l'écosystème en interne. Mais aujourd'hui, on est dans des entreprises interconnectées, on interopère avec des partenaires, mais aussi des clients. Et si on ne crée pas des portails directs avec eux, eh bien, on a notre logique interne, mais on n'arrive pas à faire en sorte que les données d'entrée et de données de sortie circulent efficacement. Puisque chacun des autres partenaires ont leur propre logiciel. Premier constat que j'ai fait en tant que chef d'entreprise, c'est la liste de toutes les solutions informatiques utilisées par le cabinet. Aujourd'hui, du plus simple chatter jusqu'au progiciel métier, puisqu'on en utilise plusieurs. Je pense comme vous, vous avez des éditeurs de logiciels qui vous font des progiciels adaptés à votre métier. En fait, ils sont adaptés à votre métier dans un contexte moyen. En fait, ils répondent à une demande de marché, donc ils dépendent de la moyenne de ce que les utilisateurs de ce métier vont réclamer. C'est donc le business model de votre profession qui impacte, je dirais, les volontés de développement de votre éditeur de logiciel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va tous être des utilisateurs moyens si on se limite à ce logiciel-là. On aura tous la même manière de travailler, on ne pourra pas faire reconnaître notre valeur ajoutée. Or, en tant que petite entreprise, qu'est-ce qui fait la différence entre une petite entreprise et un très gros groupe mondial? C'est la capacité à être innovant et à excellemment bien faire notre travail. Ça, il faut qu'on le garde. Par contre, n'attendons pas des éditeurs de logiciels, même avec toute l'intelligence artificielle qu'ils pourront mettre dedans, pour créer celui qui est vraiment le nôtre. Donc cette réflexion de l'outil, je dis 17 logiciels aujourd'hui pour finalement composer toute la piste logique, je vais venir sur celui-ci. Ça veut dire qu'on a pendant longtemps travaillé notre savoir-faire métier. Vous voyez sur cette fameuse arête de poisson bleu que beaucoup doivent utiliser quand ils présentent des processus internes. Finalement, on a beaucoup écrit sur comment on fait notre art au service de notre client. Donc d'un prospect jusqu'à un client satisfait. Je ne sais pas si tout le monde est assez coutumier des process, mais sachez que c'est une étape indispensable si vous voulez qu'à un moment donné, un robot puisse remplacer certains de vos collaborateurs dans votre entreprise. Parce qu'il faut que l'humain ait appris à se transformer quelque part en séquençage, un petit peu comme M. Taylor avait fait pour Henry Ford, d'avoir expliqué que sur une chaîne de production d'une voiture, chacun faisant bien sa tâche, il amenait un produit fini au bout. Ça, c'est un peu dépassé aujourd'hui. C'était le début, la taylorisation, c'était le début d'amener, je dirais, des humains qui avaient un savoir-faire à les industrialiser. Donc ça fait très longtemps que c'est fini. Aujourd'hui, non seulement il faut être clair sur notre manière de travailler et donc d'avoir écrit nos procédures, s'être observé et avoir décortiqué étape après étape quelles sont
les éléments qui nous font être bons dans notre métier. Mais aujourd'hui, il faut même que le cerveau collectif gère les ressources humaines, l'informatique, la compta, le marketing, toutes les fonctions dites support qui, avant, n'étaient pas forcément écrites. Donc il faut aussi processer, je dirais, ce qui vous permet d'observer le travail bien fait ou pas, pour amener le moins de défauts possible a posteriori. Sauf que si tout votre écosystème interne est géré sur 17 logiciels, que ces logiciels ne se parlent pas, et en fait, vous allez être obligé d'embaucher plus de personnes pour faire les ponts entre logiciels. Donc on marche sur la tête, on va embaucher des humains, avec un prix de revient qui est celui qu'on connaît, avec la logistique que ça sous-entend, en termes de surface, etc., pour finalement leur demander de faire des tâches de robot. Il faut vite changer ça. C'est-à-dire qu'il faut mieux avoir à embaucher un robot pour que les 7 ou 8, on est 8 dans mon cabinet, toutes ces personnes-là ne soient pas amenées à dire « Ah, il faut que j'écrive ce mail puisqu'on est à telle étape, il faut que je l'envoie ». Là, je prends quelque chose de très simple. Mais en fait, l'intelligence artificielle peut même faire des choses que d'habitude seul un homme pouvait faire. Ce qu'il faut, c'est séquencer les étapes et donner de l'expérience en disant l'étape normale c'est celle-ci, mais je connais aussi toutes les boucles d'imperfection. Je dis, quand il y a ce bug-là, c'est très simple, il faut faire une autre boucle. Ça prend du temps, et c'est l'affaire de spécialistes. Donc, en tant que chef d'entreprise, je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit j'intègre un responsable informatique qui va pouvoir me piloter, m'aider à concevoir les process nécessaires, sachant que j'ai moi-même écrit des algorithmes métiers qui sont suivis par l'ensemble de mes collaborateurs. Ça, c'est une phase préliminaire que je vous engage vraiment à entreprendre, puisque le jour où vous voulez que quelqu'un vous assiste sur la digitalisation de votre entreprise, il faut qu'il ait un plan du territoire, et je dirais les algorithmes sont les guides pour qu'ils sachent à quel moment on va pouvoir mettre de la valeur informatique pour décupler, vous, votre capacité à ne pas être sur des tâches chronophages inutiles. Une fois qu'on est préparé à cela, deux solutions. Soit j'intègre quelqu'un et je lui dis, bah, toi t'es monsieur informatique, intelligence artificielle, sécurité réseau, marketing digital, et j'ai cherché. Et je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas embaucher, parce que ceux qui sont bons sont ceux qui travaillent cette matière pour bon nombre de cas de figure, et qui sont en permanence en train de suivre les actualités, les améliorations. Il n'y a pas un individu que vous pourrez trouver qui sera capable de répondre à toutes ces problématiques-là. Pour faire part de mon expérience, mon humble expérience, parce que je suis encore qu'en chemin, je suis à mi-parcours, c'est qu'aujourd'hui j'utilise 5 intervenants différents, dont 3 sont à l'étranger, qui eux-mêmes ont une dizaine ou une quinzaine, selon le cas, d'informaticiens qui travaillent sur des briques, des composantes de mon chantier, et j'ai un coordinateur central, qui est quelqu'un d'externe, qui est prototyper. Et du coup, est chef de projet des 5 chefs de projet dans les 5 SS2I. Ça, c'est quelque chose que je peux appréhender et qui m'évite aussi de devoir embaucher. Je vais quand même, cette année, faire appel à deux CDD pour un an, parce qu'il y a encore de la tâche humaine pour la fusion des bases de données. Parce que l'une des étapes principales pour qu'une intelligence puisse apprendre, c'est d'accéder à des bases de données. Sauf que si votre base de données ne sont déjà pas compatibles entre elles, on va avoir vraiment du mal à ce que le cerveau collectif fonctionne. Donc, base de données centralisée, c'est primordial. Réduire le nombre d'outils différents, même sans intelligence artificielle, vos collaborateurs gagnent en efficacité. Parce qu'au moins, ils sont sûrs, quand ils ouvrent une des fenêtres de vos logiciels, que la donnée qui est là est la bonne. Je pense qu'on est tous concernés par ça. Quand on a besoin de donner une donnée d'entrée à un système, et puis pour un autre dossier, c'est l'autre logiciel qu'il faut utiliser. Alors, on a déjà le nom et prénom de la personne, je prends du basique. Le nom, prénom, date de naissance et adresse. Vous l'avez aussi dans votre logiciel de compta. Ah, des fois, c'est pas la même. Et le RIB. Ah bah le RIB, c'est lequel? C'est celui qu'il y a dans le CRM ou celui que j'ai entré l'IBAN dans
dans le logiciel de compta. Première étape, rationaliser. Avant même d'avoir fait entrer l'informaticien dans votre entreprise, vous retrouvez le sourire chez beaucoup de vos collaborateurs qui, eux, étaient vraiment ennuyés régulièrement par ces incertitudes. Est-ce que ma donnée est fiable? Ah oui, maintenant, on m'avait dit que maintenant c'était dans ce logiciel-là. Tout ça, c'est ce qui nous fait perdre énormément en productivité, mais aussi en satisfaction. Je pense que l'intelligence artificielle peut nous amener une chose, c'est l'apport d'une satisfaction de la collaboration que les humains vont avoir à ne plus être des robots. Donc l'étape préliminaire, c'est un peu choquant peut-être ça, je sais pas, c'est d'utiliser le cerveau collectif. Je voudrais exprimer par cela que les entreprises les plus à même d'accueillir l'intelligence artificielle sont souvent celles qui déjà sur les dernières années sont devenues collaboratives et font fonctionner ce qu'on appelle le cerveau collectif. Et que chacun à son poste se sente partie prenante d'un organisme complet, une réflexion complète. Et ça peut être un très bon élément de lancer ce chantier de l'innovation en indiquant à vos collaborateurs qu'ils sont tous partie prenante de la mutation de leur métier. Ça, c'est pas dans toutes les entreprises que ça se fait, hein. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes. C'était plus facile dans mon domaine, puisqu'on vend du conseil, du service, c'est assez souple, et on est à taille humaine. Ce qui veut dire que ce cerveau collectif, s'il est déjà bien mis en place dans votre entreprise, très vite vous allez entendre de vos collaborateurs quels sont les endroits sur lesquels, en faisant peu, on gagnera beaucoup de productivité et de prix de revient baissé. Maintenant, si vous me laissez encore 5 minutes, j'irai un peu plus loin que l'intérieur de l'entreprise. En fait, il faut que vous raisonniez avec tout votre écosystème à partir du moment où vous voulez mettre en place l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Parce que la vraie fin de tout cela, c'est l'expérience utilisateur. C'est ce que vous allez pouvoir fournir comme service. La première étape, c'est de se dire, je veux un logiciel qui me permette d'améliorer en interne ma productivité, ma capacité à bien travailler. La deuxième étape, c'est que le client, qui est notre chef à tous, enfin, je considère en tout cas, de mon point de vue, que le client est le seul patron, parce que c'est le seul qui peut licencier tout le monde du jour au lendemain. Et donc si notre client ne se rend pas compte de tout ce qu'on fait en interne, il ne valorise pas votre service, et en plus il ne se sent pas lié à votre entreprise. Vous pouvez fédérer et créer vraiment une team avec vos clients à partir du moment où ils ont un accès à votre outil. S'ils accèdent à votre outil, ils sont le collaborateur de plus, ils interopèrent, et parfois il est plus simple en tant que client patron de donner une directive à l'équipe qui travaille sur votre dossier sans être obligé de passer par beaucoup d'intermédiaires qui parfois prennent du temps, déforment peut-être le message, et donc vous pouvez donner des accès et être interopérable depuis la clientèle jusqu'aux partenaires et jusqu'aux tiers preneurs que sont les agences d'État, les contrôles, etc. Et vous redevenez enfin libre d'exécuter votre art, votre métier, et non plus gérer l'entreprise. Je pense qu'on a tous un petit peu, à un moment donné, quand on se staffe, cette petite mort de dire « je fais moins qu'avant l'art qui m'a donné envie de créer cette entreprise ». Et avec ça, on peut reprendre du temps pour vraiment être avec nos clients, vraiment être dans le développement, et pas dans le quotidien du grain de sable qu'il va falloir enlever parce qu'il y a eu un petit souci, que du quotidien qui finalement nous enlève de notre plaisir. Cette vision-là amène à vous dire que, en tant que PME, on peut se dire, et là je fais peut-être appel à une question que vous avez en tête, c'est combien ça coûte? Est-ce que ça vaut le coup de révolutionner autant notre manière de travailler, de donner à une machine finalement le savoir-faire, parce que demain elle va nous remplacer? On peut avoir ce frein-là. Un exemple rapide, une entreprise que je ne citerai pas travaille dans les prothèses dentaires, et il y a 6 ans a prévenu à l'échelon mondial tous ces chirurgiens dentistes qui étaient adhérents à cette marque, en leur disant vous utilisez des machines pour fabriquer vos gouttières. Ces gouttières aujourd'hui vont être d'autres, enfin c'est pas les gouttières mais les machines qui les fabriquent, et les CRM que l'on vous fournit pour les fabriquer vont être
être dotés d'une intelligence artificielle pour voir comment vous diagnostiquez, quelle est votre réaction selon chaque évolution dentaire que vous souhaitez. Et au bout de 5 ans, au final, cette machine est capable de se passer complètement d'intervention humaine. Elle est même dans le diagnostic, et elle a eu tellement d'expérience, ils ont compilé plus de 20 000 cas, en l'espace déjà d'1 an, ils en avaient 20 000, à l'échelon mondial. Ils ont vu même la réaction qu'avait l'humain pour amener tel traitement étape après étape. Et là, il n'y a pas un homme qui a codé en disant là j'ai fait ça. Non, on a juste eu une machine qui nous a observé. Donc oui, ça peut inquiéter, et pour autant, on ne va pas demander à une machine de nous fabriquer la gouttière. On va toujours aller voir le chirurgien dentiste. Mais si des personnes voulaient avoir un prix plus bas, demain, ce sera certainement possible. Donc, même un artisan, un chirurgien dentiste, pour moi c'est la même taille, peut être confronté à ce danger d'être remplacé par une intelligence artificielle. Et dans tous les métiers, je dirais que c'est possible. Pour les PME, et là je parle vraiment à notre assistance aujourd'hui, c'est peut-être l'opportunité que nous avons d'aller plus vite que les majors, que les très grands groupes. Parce qu'eux vont avoir beaucoup de mal à faire une révolution sur des structures hiérarchisées, avec tout ce que ça peut amener comme inertie. Quand on est petit et mobile, on peut aller plus vite qu'eux. Deuxième point, il faut avoir une valeur ajoutée. Un industriel, comme je le disais tout à l'heure, va répondre aux besoins médians de sa clientèle. Il ne va pas être dans l'innovation, le petit truc en plus, le savoir-faire. Un artisan, il est reconnu pour ça. L'innovation, c'est ni plus ni moins que la modernisation d'un savoir-faire qui est unique, qui vous définit vous. Avoir un outil qui est vraiment le vôtre, ça va vous permettre d'avoir une valeur ajoutée différenciante en termes de concurrence, que l'industriel aura du mal à avoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il rachète les cabinets de R&D qui sont beaucoup plus rapides qu'eux dans ce domaine. Donc, deuxième point, c'est est-ce que j'ai de l'innovation à apporter par rapport à ma concurrence? Et troisième point, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais souvent, on rencontre un problème, c'est le montant, c'est le coût. Donc effectivement, ça coûte. Mais est-ce que c'est pas là le prix de l'évolution de nos métiers? Est-ce que dans 10 ans, si je veux que mon métier existe encore et que je sois leader, ou en tout cas que je sois opérateur dans ce métier, j'ai pas besoin de faire muter finalement le métier que je fais aujourd'hui vers quelque chose de nouveau, parce que les prix vont se baisser. Si je ne le fais pas, que ce soit un major, un gros groupe, ou que ce soit mon voisin, quelqu'un le fera. Le prix de revient de ce que je propose à mes clients va baisser. Du coup, est-ce que je vais rester compétitif quand mon voisin aura, lui, investi là-dessus? Je vous rassure, la recherche et développement, mettre en place cette innovation-là, même si on y arrive au bout de 2 ans, on a quand même investi. Donc il faut bien 5 ans pour pouvoir dire ça y est, je vais pouvoir baisser mon prix de vente de manière forte. Donc on est dans un sas de 5 ans où on peut prendre des positions. Et finalement, celui qui réussira, c'est pas forcément celui qui est le plus gros ni le plus argenté. Parce que la réponse dans notre pays, et je le trouve très fort de ce point de vue-là, est de nous offrir la possibilité, si on ose, de relever ce défi de la digitalisation. Les moyens sont considérables, et le premier interlocuteur à aller voir, c'est la BPI. Il vaut mieux y aller avec un projet déjà ficelé, par l'intermédiaire de professionnels, mais la BPI peut vous soutenir pour cette révolution-là. C'est aujourd'hui ce qui se passe pour moi. Donc même des projets qui, financièrement, là le troisième point, financièrement ne seraient pas forcément à l'ordre du jour pour votre entreprise, sachez que la BPI prête là où les banques ne prêtent pas du tout. Donc il est toujours possible, pour peu qu'on ait envie de se lancer sur ce défi et le prendre en bras de corps comme un tremplin, eh bien, il est possible, même d'un point de vue financier, d'être soutenu. Je reprendrai ce que Xavier Niel avait dit. Il avait dit ce que j'ai réalisé en France, je ne l'aurais peut-être pas réalisé dans aucun autre pays. Les aides sont là, les écoutes sont là, la CCI vous propose justement énormément de thématiques pour vous inciter à être courageux dans ce développement. Si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà curieux.
Le dernier point pour passer la main, ça sera d'avoir un petit conseil, c'est d'être open mind, c'est d'être esprit ouvert sur cela, pour tout de suite voir le côté positif de ce que l'intelligence artificielle peut révolutionner si vous en prenez le contrôle, et pas forcément vous enfermer en disant l'intelligence artificielle c'est du chômage en puissance. Je pense que c'est plutôt une transformation des métiers pour redevenir beaucoup plus humain et laisser aux robots l'interopérabilité entre les logiciels. C'est pas à nous d'être entre deux logiciels. C'est au logiciel et à l'intelligence artificielle d'être entre deux humains. Voilà, je vais passer la parole et puis on échangera si vous le souhaitez. Merci Yann. Dans le cas du cabinet G-Consult Finance, moi c'est un cas, comme vous l'avez vu, en fait, Yann avait déjà, ça fait 10 ans que le cabinet existe, Yann avait déjà fait un travail en fait, de processing en fait, des différentes étapes en fait, d'accompagnement d'un client. Vous l'avez vu avec le schéma. Donc nous, en fait, c'était un petit peu du pain béni, on doit vous l'avouer. En fait, on a la première chose, la première tâche, en fait, c'était la robotisation des process. C'est vraiment la chose essentielle. C'est-à-dire qu'on a créé des interfaces qui sont aujourd'hui fonctionnelles pour son cabinet, qui vont permettre en fait d'agglomérer les informations qui sont éparpillées dans les différents logiciels métiers pour en fait en faire quelque chose de, on va dire, plus dynamique. C'est-à-dire que la donnée, au lieu d'être éparpillée partout, elle est centralisée. Et la tâche, il reste encore la tâche humaine. En fait, c'est les conseillers du cabinet qui vont finalement cliquer sur les boutons. En fait, générer les tâches, les actions. Nous, ce qu'on envisage de faire, là, le travail qui va être à effectuer effectivement maintenant, ça va être en fait de capitaliser sur l'expérience des conseillers pour faire apprendre à la machine les logiques, en fait, l'algorithme qu'il y a entre l'entrée d'un client et la sortie d'un client satisfait naturellement. Et c'est là, en fait, c'est là où va être le second travail en fait, qui va être effectué pour le cabinet. Ça va être en gros être capable d'évaluer, en fait, de transformer cette intelligence collective en une intelligence artificielle qui sera un véritable soutien en fait, au conseiller. Donc le conseiller, lui, au lieu d'effectuer en fait, des tâches rébarbatives, du copier-coller des tâches de robot, il va pouvoir le consacrer en fait, au conseil. Et en plus du conseil que son expertise qu'il peut avoir, il va pouvoir aussi avoir l'expertise capitalisée en fait, dans l'intelligence artificielle qu'on aura développée. Nos conseils pour profiter de l'intelligence artificielle. La première chose en fait qu'il faut vraiment se poser, comme d'ailleurs toute intégration transformer votre activité numériquement, le premier truc qu'on se pose c'est le problème que vous souhaitez résoudre. Dans le cadre du cabinet G-Consult, c'était vraiment comment aider à satisfaire le client au mieux. Et du coup, en conséquence, comment aider les conseillers à s'allouer du temps, en fait, à s'allouer du temps disponible pour faire du conseil et pas de la tâche répétitive. Quelle est l'information, quel est le signal faible que le conseiller n'a pas pu percevoir, que l'intelligence artificielle, elle, va pouvoir percevoir grâce à l'agrégation en fait, des informations qu'il a pu récupérer. Entourez-vous des bons partenaires techniques et demandez conseil. Alors on parlait d'ouverture d'esprit. En fait, c'est une technologie qui évolue continuellement. On fait des nouvelles découvertes tous les jours. L'apprentissage par le renforcement, c'est quelque chose aussi que peut-être vous avez déjà entendu parler. On en découvre tous les jours. Et c'est une technologie, il y a des spécialistes qui font de la veille dessus, entre nous. C'est un sujet que vous pouvez pas aborder seul, en fait. Il va falloir être accompagné naturellement, être conseillé, échanger aussi. Il faut vraiment, c'est vraiment extrêmement important, ouvrir vos chakras et accepter de partager vos idées et d'en récolter forcément des retours. L'autre point aussi qui est extrêmement important, c'est que contrairement en fait, travailler une intelligence artificielle, c'est pas comme développer un logiciel classique. C'est pas en intégrant votre logiciel que vous allez instantanément avoir du résultat. C'est quelque chose qui va nécessiter en fait de l'itération. C'est du test and learn, comme on dit. À partir du moment où vous avez mis en place cette intelligence artificielle, il faut lui laisser le temps d'apprendre. Il faut lui donner de quoi manger et lui laisser le temps d'apprendre pour qu'il puisse lui évoluer et être de plus en plus performant et améliorer le taux de réussite.
je fais un petit chapitre quand même sur les risques de l'intelligence artificielle, parce que c'est quand même un sujet dont tout le monde parle. Alors, c'est pas les risques Terminator, ça j'y crois moyen, on peut en débattre si vous voulez, mais c'est plus les risques par rapport à votre activité. La première, en fait, c'est l'exploitation malveillante. Ce qu'il faut être assez prudent, en fait, sur la manière dont on va aussi user de l'intelligence artificielle. Avant, c'était le slogan de Google avant, maintenant ça l'est moins, Don't be evil. L'exploitation, c'est quelque chose d'assez puissant et ça ne doit pas être quelque chose qui doit être usé de manière malveillante. Vous l'avez probablement vu circuler sur les réseaux, ce qu'on appelle le deepfakes. C'est une technique en fait qui permet en fait de parler à la place de. Donc c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on peut faire ce genre de choses. C'est absolument flippant. Je vous laisse quelques images. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it, but Donc, the technology alors, behind such products. Plus beaucoup de temps, mais tout simplement, alors là, c'était pas Barack Obama qui parlait, mais c'était bien en fait la personne à côté, et Barack Obama, en fait, on a réinjecté en fait en gros la mimique, mais les mouvements de bouche en fait étaient réalisés par l'acteur sur la droite de l'écran, qui en fait dont on traquait en fait les mouvements de bouche. Et là, on voit qu'en fait, imaginez la potentialité en fait de ces technologies-là, c'est complètement dingue. Donc, on peut aussi en faire des usages forcément détournés. Les biais. Alors, être très prudent sur la manière dont vous concevez votre intelligence artificielle, puisque en fait, elle va apprendre de ce que vous allez lui donner. Donc, si vous lui donnez des informations qui sont erronées, elle va forcément avoir des biais. On a le cas en fait ici de Tai de Microsoft. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Tai en fait est un chatbot en fait qui a été développé par Microsoft et qui a été injecté en fait sur Twitter. Et en fait l'objet de Tai c'était d'être capable d'avoir une discussion avec des adolescents de 14 à 18 ans. Et en fait cette intelligence en fait a appris des échanges qu'elle a pu avoir avec cette audience. Et il se trouve que les jeunes de 14 à 18 ans, ils ont tendance à troller pas mal. Donc on se retrouve en fait à avoir une taille qui est non seulement raciste, mais aussi homophobe, antiféministe, et tous les défauts que vous voulez du monde. Et donc là, c'est un des tweets qu'elle a pu faire. Donc naturellement, taille a été débranchée très rapidement. Donc là, en fait, cette intelligence a été alimentée de mauvaises données, de biais, qui ont fait que du coup, forcément, on en sort quelque chose qui n'est pas forcément très très joli. L'autre point aussi qui est extrêmement important, c'est la protection des données. En fait, l'intelligence n'existe que si on peut capitaliser, on peut utiliser la donnée pour en sortir en fait une valeur. Cette chose-là, en fait, il faut en avoir conscience. Il faut être assez prudent en fait sur la manière dont on manipule la donnée. C'est pas quelque chose du coup qu'on peut faire comme ça sans considération. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Où est-ce que vous allez la chercher? Est-ce que vous avez le droit? Combien de temps vous la conservez? La RGPD n'est pas là pour rien. Mais voilà, juste, je voulais vous faire la remarque parce que c'est extrêmement important quand même de tenir en compte cette information-là. Cette donnée-là, c'est forcément c'est des données de personnes ou en tout cas c'est des données qui ont de la valeur et qui ont une importance qu'il ne faut pas déconsidérer. Donc j'ai fini. Ouais. Alors juste, après les questions, c'est ça? D'accord. Du coup, question, si quelqu'un en a. On vous laisse 5 minutes si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Alors, le temps que vous réfléchissiez, moi je vais en profiter puisque vous avez abordé tout à l'heure la partie financière pour le financement effectivement de ce qui est en fait de l'incorporel, qui est beaucoup plus compliqué à financer que des biens industriels. Donc effectivement, vous l'avez cité, il y a BPI qui peut vous aider. Et puis on a la chance dans le Loir-et-Cher d'avoir votre CCI qui a son propre outil de financement qui s'appelle le FIDEC, qui est du prêt d'honneur et qui peut effectivement vous aider aussi dans vos projets de digitalisation. Avec un grand intérêt, c'est un différé de remboursement de 2 ans qui correspond en fait au travail nécessaire pour la mise en place avant de pouvoir commencer à en tirer des profits.
J'interviens à ce sujet en fait. En interne, il arrive parfois qu'on travaille en fait on édite en fait des solutions. On a travaillé en fait très récemment sur une machine en fait. On a appris en fait à une machine à reconnaître du contenu pornographique. L'objet c'est de construire un contrôle parental qui en fait filtre le contenu inapproprié pour les enfants. Et en fait, on a créé des robots en fait. Pour aller chercher du contenu, en fait, des images sur les réseaux, En fait, en gros, aujourd'hui, comment fonctionne un contrôle parental? Peut-être commence par là. Un contrôle parental, ça bloque des URL. Ce qui, du coup, n'est pas forcément performant, parce que si vous bloquez l'URL YouTube ou Twitter, vous bloquez tout YouTube ou tout Twitter. Ce qui n'est pas forcément intéressant. Nous, ce qu'on suggère, en fait, on a eu l'idée de bloquer vraiment les images et pas les adresses. Et donc, pour ça, il fallait qu'on apprenne à notre intelligence artificielle à reconnaître du contenu inapproprié. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé en fait une brique existante, un modèle en fait d'apprentissage qui est de Google, qui s'appelle TensorFlow, et on lui a donné en fait, on lui a injecté 25 gigas de contenu inapproprié, et à la fin de la semaine, la machine était capable de reconnaître des images inappropriées. Ce travail-là a été fait en une semaine. Donc pour vous dire qu'en termes de financement, c'est quelque chose qui est extrêmement accessible maintenant, parce qu'en fait on a des briques technologiques qui sont disponibles et qu'on peut exploiter d'ores et déjà. Des questions? Avez-vous des questions, ou alors ça a été très complet? Patrick Garbier, Société du But. J'avais une question sur les nouvelles formations des jeunes, parce que par exemple, on parlait de conseiller financier, donc peut-être que c'est un métier qui va disparaître. Est-ce qu'il faut continuer à former des conseillers financiers, ou est-ce qu'il faut plutôt commencer à orienter les formations sur des nouvelles technologies comme ça? Je vais répondre et puis je te laisserai répondre aussi. Moi, je pense qu'effectivement, en fait, au-delà de l'intelligence artificielle, en fait, c'est le numérique au sens large, c'est quelque chose qui doit être intégré en fait dans notre manière en fait d'apprendre. C'est pas décorrélé, c'est pas une matière à part entière. C'est quelque chose qui est en fait injecté dans tout ce que vous faites au quotidien et dans tous les métiers que vous avez. Même l'artisanat aujourd'hui use du numérique. On regarde les imprimantes 3D, ça peut être quelque chose qui va c'est très physique en fait. Et toutes ces techniques-là, en fait, pour moi, il faut revoir en fait la manière dont on apprend, on enseigne en tout cas les métiers. Il faut fondamentalement que ce soit revu et que le numérique soit en fait complètement digéré et complètement intégré dans la manière dont on enseigne. Juste. Parce qu'on parle de conseil en finance, en fait, ça va vous permettre de vous rendre compte que tout est nécessaire. Simplement, il faut mettre chaque chose à la bonne place. Le fait d'avoir digitalisé des procédures et avoir appris à une machine à faire beaucoup de choses que faisait un homme, ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas utile, ça veut dire qu'il doit être plus complet. Quand on parle de conseiller financier, en l'occurrence, quelle est la partie qu'on va pouvoir donner à un robot? Quelle est la partie que le client achète tout seul, dont il n'a pas besoin de rencontrer une personne? Ça va être tout ce qui est action d'achat, d'investissement. Et donc, effectivement, les gens qui doivent être formés pour les métiers ne sont pas ceux des métiers des 40 dernières années. Il faut changer complètement la valeur ajoutée pour être amené vraiment sur du conseil, ce qui va nous amener aussi à une question de coût et donc une question de classification des clientèles. On va adapter la mise à disposition d'une personne pour un certain type de dossiers qui sont plutôt des dossiers de niche. Donc en nombre, il y aura moins d'humains pour ce métier-là. En revanche, beaucoup d'humains sont nécessaires au développement de ces nouveaux cursus professionnels, pédagogiques, les logiciels nouveaux qui permettent à cette intelligence d'être au service du client directement, qui va donc avoir un acte d'achat. Il achète un service, il l'a, la machine l'a rendu tout de suite. En revanche, quand il faudra aborder des sujets plus complexes, eh bien là, on aura besoin d'un humain qui comprend notre cheminement, notre problématique à long terme, et un accompagnement sur mesure, qui coûte forcément plus cher. Donc vous voyez, cette classification, elle se fait aussi par des canaux de vos services dirigés selon une gamme de prix différents. Et forcément, il y a des outils différents. C'est ce qui va se passer dans le concept que l'on a aujourd'hui. Et donc plutôt que de former des conseillers financiers, on amène ces gens-là à avoir un cursus beaucoup plus large. C'est un cursus juridique, financier, social, fiscal et un petit peu psychologique.
Parce que quelle est la valeur ajoutée qu'amène un humain par rapport à une machine qui sait déjà tout sur le catalogue? Ben, c'est le contexte humain, relationnel. Donc les formations qui avant amenaient nos humains des 20 dernières années à être un peu robots dans leur manière de dire besoin égale produit, eh bien on va les amener à être beaucoup plus empathiques. C'est-à-dire qu'il va falloir changer l'apprentissage pour que les gens continuent à avoir un métier peut-être plus large. On dit que pour lutter contre l'intelligence artificielle, qui est plus intelligente que nous en silo, il faut que l'humain soit transverse. Parce qu'une machine, elle va pouvoir être ultra spécialisée. Donc c'est les métiers d'ultra spécialisation qui sont les plus menacés, plutôt que les métiers de généralistes. C'est aussi une réflexion que je vous donne. Bonjour. Quels seraient les critères à utiliser pour une PME pour qualifier un partenaire dans ce domaine un peu émergent? Parce que j'imagine que c'est assez compliqué de savoir avec quelle société travailler. Oui, exactement. Un peu compliqué. Je pense qu'il y a une phase d'échange et d'audit préalable, de toute façon, qui est nécessaire et sur lequel déjà vous pouvez vous estimer en gros la pertinence de votre partenaire ou pas. Il y a... c'est un sujet qui, aujourd'hui, les acteurs, en tout cas qui se positionnent sur ces prestations-là, elles sont encore, il n'y en a pas tant que ça, c'est assez rare quand même besoin. D'ailleurs, la BPI à ce sujet est en train de créer une base de données de data scientists et de spécialistes d'intelligence artificielle. Je pourrais vous transmettre le lien, peut-être la CCI aussi. C'est une question qui est pas évidente. La première chose, c'est de toute façon, naturellement, c'est un métier qui a besoin, c'est une manière d'accompagner qui a besoin d'aller au-delà de la technique. Enfin, c'est pas que de la technique, c'est être capable de lire entre les lignes. C'est un moment, c'est la donnée que vous avez, il faut être capable de voir ce que vous pouvez en faire, comment vous pouvez la transformer. Il y a une phase exploratoire qui est nécessaire, et cette phase exploratoire, il faut que ce soit une qualité. Enfin, cette curiosité, il faut que ce soit une qualité de votre partenaire. Et après, au-delà de ça, dans le cabinet, l'intelligence artificielle, le développement de l'intelligence artificielle nécessite un panel effectivement de compétences qui doit être varié. On ne peut pas mettre ça entre les mains d'une seule personne. C'est un peu délicat. Mais ça, vous l'avez peut-être deviné. Vraiment pour compléter, parce qu'on a fait beaucoup de... Alors, pour répondre rapidement, il y a deux types de prestataires. Il y a celui qui va être plutôt lié à un éditeur de logiciel qui va essayer de vous ramener dans un entonnoir en vous disant on a complètement compris votre métier, d'ailleurs on le connaît. Et donc vous retombez face à ce fabricant de logiciel qui va faire la médiane et qui va donner le tempo à toute la concurrence. C'est-à-dire qu'avec eux, vous vous retrouvez tout de suite sur une solution qui est la solution métier et qui n'est pas du tout adaptée. Et d'un autre côté, vous avez des savoir-faire qui vont faire du sur-mesure et vont vraiment s'impliquer et écouter votre projet pour fabriquer votre logiciel, mais surtout votre spécificité. Et qui, du coup, sera celui de nature à concurrencer la masse de votre profession qui se retrouve dans le logiciel assez carré qui vous impose vos process, alors que vous en avez, mais personne ne les a conceptualisés en informatique.